30 novembre 2022 et on croise les doigts, on en discutait avec Alain Ratier. Donc effectivement, j'en parlerai tout à l'heure, mais on va avoir des nouvelles capacités d'observation avec Météosat 3e génération, notamment un imageur qui sera beaucoup plus précis, qui va nous fournir aussi des images avec beaucoup plus de fréquences. Et d'ailleurs, il y a déjà des échanges avec la sécurité civile en France, mais avec toutes les sécurités civiles européennes notamment, et même, qui permettront de détecter et de suivre les feux plus précisément grâce à Météosat 3e génération. Donc s'il est lancé le 30 novembre 2022, il sera opérationnel fin 2023, début 2024, et donc on pourra distribuer les premiers produits vers les utilisateurs. Mais du coup, tu as le droit de continuer, Sylvain. Voilà, je te laisse la parole. Merci Marina. Tu as besoin de... C'est ça que tu cherches. Ah, la zapette peut-être. Voilà. Alors attends, il faut que je mette les lunettes parce qu'autrement, je vois rien. J'appuie où? Ah, c'est tout simple en fait. Est-ce que ça fonctionne? Il me semble. Ok, donc aujourd'hui avec Federico, bien, on est là pour vous parler de feux et de satellites. Donc on va faire un premier point avec justement la lutte contre les feux de forêt en France, et puis on élargira ça à l'Europe et à l'espace et à la surveillance qu'on peut en faire depuis l'espace. Je voulais annoncer, je vais vous parler aussi un peu de Météosat 3e génération, et puis pour finir, justement, on aura une réflexion finale avec vous sur comment communiquer à nos usagers, puisque vous le verrez, les images de feu vues par satellite, elles sont très belles, hein. On a déjà vu quelques exemples, malheureusement elles sont aussi très effrayantes. Alors quelques points tout d'abord. Donc en France, donc toute la France est concernée par les feux de forêt durant l'été, notamment parce qu'on a beaucoup de forêts en France, c'est 16 millions d'hectares, donc c'est relativement important, c'est 30% du territoire sur l'ensemble de la France métropolitaine, et notamment dans le sud de la France qui est encore plus touché par les feux de forêt, c'est 44% de territoire qui est concerné par les forêts dans le sud de la France. Donc en moyenne par an, pour se donner quelques chiffres, c'est 4000 départs de feu, c'est 24 000 hectares brûlés, 6 000 communes exposées au risque de feu de forêt à l'heure actuelle, sur les 36 000 communes que compte la France, donc c'est une commune sur 6. Donc les enjeux sont extrêmement importants, à la fois en termes d'enjeux humains, mais environnementaux, économiques, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que 90% des feux de forêt sont d'origine humaine. Malheureusement. Essayez encore. Alors. Le slide ne fonctionne pas, il ne repart pas. Attends, on va essayer. J'essaye encore. Allez. Alors, au secours, si quelqu'un peut nous aider pour passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Petit problème. Oui, merci beaucoup. Ah, super. Donc, bien sûr, les feux de forêt, on l'a vu, c'est principalement d'origine humaine. C'est 90% des feux qui démarrent à cause de l'être humain, donc notamment avec des pyromanes qui mettent le feu, mais aussi des flux de vacanciers importants, notamment dans les zones du sud de la France, des flux de vacanciers qui, bien sûr, plus on a de monde, plus on a des chances d'avoir des départs de feu. Alors, les facteurs de risque, c'est aussi tous les moyens qu'on peut avoir à disposition, notamment contre la lutte contre les incendies. Quand il y a plusieurs départs de feu en même temps, typiquement les canadaires, quand ils sont dans un coin, ils ne sont pas dans l'autre. Et tout ça, en fait, va dépendre des conditions météorologiques, donc à la fois du vent, de la température, de l'humidité et du niveau de sensibilité de la végétation. Donc voilà les facteurs météorologiques principaux qui vont apporter leur contribution au départ de feu. Donc bien sûr l'humidité de l'air, plus il fait sec, plus on a des chances d'avoir des départs de feu. Le vent a une importance aussi primordiale, notamment dans la propagation rapide ou non des feux de forêt. La température sous abri. Donc voilà un troisième paramètre qui est important. Donc pour établir nos indices de feux de forêt, en fait, on considère deux seuils de température. Alors un seuil qui est à 30 degrés, au-delà duquel on peut avoir de nombreux départs de feu. Et puis malheureusement, depuis quelques années, on considère un deuxième seuil qui est celui, vous le voyez, des 38-40 degrés. On en a eu quelques exemples ces jours derniers, et je crois comprendre qu'on en aura aussi ces jours prochains.
La nébulosité est également importante. Bien sûr, quand on a du ciel clair, eh bien, les températures au sol sont encore plus chaudes que les températures sous abri. Et ces températures au sol, elles peuvent être supérieures par rapport aux températures sous abri de 3, 4, 5, 6, 7 degrés. Donc la nébulosité est aussi à prendre en compte. Les précipitations également, mais en fait un peu moins, parce qu'en fait en été, ce qui se passe, c'est que souvent on a des précipitations, notamment dans le sud de la France, sous forme d'orage. Alors au moins qu'elles soient très importantes, et effectivement ça apporte suffisamment d'humidité dans les basses couches pour atténuer le risque de feu, mais en fait souvent ces précipitations, elles s'évaporent très rapidement et le sol sèche quasi instantanément, ce qui fait que les précipitations, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne va pas atténuer beaucoup le risque de feu. Alors il y a aussi des facteurs non météo, on comprend très bien que quand le feu prend dans un secteur qui est difficilement accessible ou avec un relief important, c'est compliqué d'aller les chasser. Et puis vous le voyez dans mon tableau, il y a un petit rectangle vertical où j'ai noté le faune. Alors le faune, je pense que vous connaissez ce phénomène tous. Donc ce qu'on appelle l'effet de faune, c'est quand une masse nuageuse vient se bloquer sur un relief. Et en fait derrière, on a une zone de ciel clair. C'est typique des Alpes ou des Pyrénées. Et cet effet de faune, ça apporte en fait une grande partie de tous les facteurs aggravants en termes de risque de feu. On va avoir du vent qui est souvent soutenu. On a bien sûr une nébulosité qui est quasiment réduite à néant. Et puis on a une augmentation des températures, notamment avec la compression derrière le relief qui fait augmenter la température de quelques degrés quand on a cet effet de faune. Donc le faune est un effet très aggravant en fait en matière de feux de forêt, et c'est quelque chose qu'il faut prévoir dans nos prévisions météorologiques. Alors les prévisions vont servir justement à calculer des indices de feux de forêt, donc avec ces paramètres que je vous ai cités tout à l'heure. Ce qui est important aussi, c'est la sécheresse de la végétation. Bien sûr, si la végétation est sèche, elle va avoir tendance à brûler plus facilement qu'en période de printemps, par exemple, où elle est en pleine croissance avec de la végétation qui est plein de sève. Donc ça, c'est une collaboration avec l'ONF maintenant depuis plusieurs années, justement pour mixer à la fois les paramètres de prévision météo, mais aussi l'analyse de la végétation qui nous est fournie par l'Office national des forêts. À partir de là, on fait des bulletins de prévision et des indices de danger, de risque de feu qui sont élaborés à partir d'indices. Alors on va pas les développer, mais vous voyez des indices IFM et IEP. Donc on a quelques cartes, comme vous pouvez les voir dans le bas de l'écran. Et l'objectif, comme pour la prévision météorologique, c'est bien d'apporter une aide à la décision, notamment pour la sécurité civile et la mise en place de moyens de lutte. Et surtout en termes de feu, ce qu'il faut faire, c'est être le plus proche possible du départ de feu, parce que quand ça commence à prendre de l'ampleur, c'est encore plus compliqué à éteindre. Alors quelques exemples pris par, donc là c'est le satellite Sentinelle-2 du programme européen Copernicus, donc ce sont des satellites polaires. Donc on est dans le massif des Morts, vous reconnaissez à droite le golfe de Saint-Tropez. Alors ce qui est intéressant sur cette image, qui est à très haute résolution, on est sur quelques dizaines de mètres de résolution spatiale, c'est à la fois de voir les fumées des feux, et vous voyez également entre les différents panaches de fumée ces zones brunes qui sont en fait les zones qui sont déjà brûlées par les feux. Et puis je crois que j'ai mis un exemple. Merci, clin d'œil. Oui, j'ai mis un exemple pour toi, Marina. Alors tu dois te rappeler de février 2020. Vous voyez, on est en février. On parle toujours des feux en plein été. Vous voyez, alors je ne sais pas exactement, pour moi c'est du côté de Porto Vecchio, mais un peu plus au nord. Alors entre Cuenza et Solaro, je pense que tu connais parfaitement. Mais à la fois ce produit de température des feux qui nous permet de bien cibler les foyers qu'on voit en rouge. Et puis ce panache, et on le voit qui peut traverser une partie de la mer Méditerranée sur plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Et on connaît ça, quand on se rappelle des grands feux australiens ou des grands feux du Canada, les fumées peuvent faire le tour du monde parfois plusieurs fois. Si vous vous rappelez des ciels laiteux qu'on a pu avoir l'été dernier, ça venait en partie des feux qu'on a connus au Canada pendant l'été.
Et vous vous rappelez aussi certainement en 2017 des feux du Portugal. Alors pour moi, ça a été quelque chose de jamais vu. Donc vous voyez cette perturbation qui s'enroule sur l'ouest de la France, à la fois avec des nuages qui apparaissent très blancs, mais aussi cette fumée qui apparaît notamment sur la bordure orientale de la perturbation. Et la photo que vous avez à droite, et ça fait la une dans beaucoup de médias, c'est une photo que j'ai prise en fait en sortant de chez moi, donc en Bretagne à Lannion. C'était le matin, il faisait une température suffocante. Alors pour Lannion, suffocante, c'est 21 degrés. Hein. Et vous voyez cette couleur du ciel qui est jaune, et c'était vraiment jaune, encore plus jaune que sur la photo, avec un soleil extrêmement rouge. Et pour moi, c'était quelque chose de jamais vu. Donc, tout ça pour vous montrer qu'effectivement, ces panaches de fumée peuvent parcourir, en fait, un peu comme les tempêtes de sable, de nombreux kilomètres. Et donc, ces feux du Portugal qui atteignaient la France. Et il y avait ces mêmes images de ciel jaune en Angleterre. Alors, quelques projections sur ce siècle et la fin du siècle. Alors, vous voyez la référence, hein, c'est l'image de gauche. Donc, c'est l'indice IFM qui est montré ici. Donc, on s'aperçoit, mais il n'y a pas de surprise, que le risque de feu concerne essentiellement le sud de la France. Ce dont on aperçoit, c'est qu'en quelques dizaines d'années, et si on se projette en 2080-2100, là sur la dernière image, on s'aperçoit que ce risque de feu, en fait, gagne toute la France et même les régions septentrionales de la France, avec des forêts qui seront concernés, mais qui le sont déjà. Hein. On observe de plus en plus de feux de talus, par exemple, même en Bretagne, qui est considéré comme un pays humide, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont également suivies. Et donc ce risque, maintenant, ne se concentre plus à l'Occitanie et au sud de la France, mais remonte vraiment dans toutes les forêts françaises. Ce qu'il y a noté aussi, c'est la prolongation de la saison des feux. Donc on l'a vu dans l'exemple de la Corse. Hein. On a des feux typiquement en été, mais maintenant cette saison en fait a tendance à s'agrandir énormément. Et ce qui était concentré sur quelques mois d'été, 2, 3, 4 mois, peut s'étendre. Alors je ne vais pas dire sur toute l'année, mais en tout cas du printemps jusqu'à l'automne. Voilà. Federico. Oui, merci Sylvain. Donc, on a vu par Météo France quels sont les besoins, quelle est la situation. Et là, on va réfléchir un peu plus à quelles sont les échelles sur lesquelles on a besoin d'avoir des données, on a besoin d'avoir une information. Donc, on a l'échelle du feu, et là, vous voyez un schéma qui vient du ministère de l'Intérieur. Donc, quelles sont les actions qui sont mises en place par la protection civile, par les sapeurs-pompiers, par les systèmes de surveillance des feux au niveau de la gestion d'un événement. Donc, c'est très important d'avoir des informations sur l'alerte, sur le niveau des risques, donc pour avoir une possibilité de prévision. Et ça, c'est basé sur des observations et paramètres météo. C'est fondamental de comprendre les développements du feu, donc d'avoir des données en temps réel à haute résolution, mais surtout à interprétation très facile, parce que ces types de données, c'est utilisé aussi pour guider les travaux des pompiers. Là, on voit un exemple, donc on voit un développement d'un feu, et les feux, ça peut être suffisamment intense pour engendrer de la convection, ce qu'on appelle la pyroconvection en anglais. Et c'est là, ça devient très dangereux aussi en termes des luttes contre le feu. Et aussi, on veut connaître, c'est important de connaître qu'est-ce qui se passe après, donc la surface brûlée, et aussi les impacts, donc la quantité de polluants, des poussières, mais pas seulement, aussi de polluants chimiques qui sont produits pendant le feu. On a aussi besoin d'une vision à l'échelle globale. Et donc là aussi, les satellites, ça devient très important. Là, c'est vraiment trois brins qu'on ramène du rapport du GIEC en 2019. Donc le changement climatique est là et a un rôle sur l'augmentation de l'occurrence, de la durée de la saison, de l'intensité et des impacts du feu. Ça va se passer aussi dans les forêts tropicales. C'est très important, vraiment les points de la prolongation de la saison. On va répéter ça parce que la prolongation de la saison, ça signifie plus de feux, mais aussi plus d'impact et plus de besoins en termes de gestion. Les feux de forêt, c'est un phénomène global, et donc on voit qu'il y a d'autres régions dans le monde pour lesquelles cela est un enjeu très important. On voit la Sibérie.
Donc en rouge ici, on voit un indice qui est assez similaire, donc des températures qui peuvent déclencher les feux, et on voit qu'on a des surfaces énormes dans cette région où auparavant la présence de feux de forêt était vraiment limitée. Donc vraiment il y a un changement dans l'écosystème, il y a un changement vraiment dans ce qui se passe dans des macro-régions, dans des continents. On a mentionné les feux d'Australie, donc avec des panaches qui ont l'échelle d'une région, l'échelle d'un département en France. Et ces panaches, Sylvain l'a déjà mentionné, avec les satellites, on a vu qu'ils ont une portée globale et ont aussi un impact sur la composition et potentiellement aussi sur les concentrations de dioxyde de carbone, donc aussi avec un impact sur le climat global. Et là, c'est l'Afrique. En fait, il y aura dans pas longtemps Alain Ratier qui va aussi discuter introduire l'Afrique. C'est un continent fondamental. C'est là où le maximum d'émissions de feu se passent. Et c'est là aussi où il y a une dynamique très importante entre végétation, production de feux, ignition. Par exemple, dans les feux des savanes, c'est les seuls feux qui ont diminué jusqu'à présent, et au fait, ça a un impact sur l'émission, la quantité globale de feux, en gardant au niveau global des tendances sur les feux qui sont en réalité négatives, et ne sont pas encore en train de souffrir et de voir ce qui se passe dans des régions comme la Sibérie. Donc les besoins, c'est d'avoir aussi des mesures globales. Les mesures doivent être continues, doivent être au long terme, parce qu'on a besoin d'une surveillance qui soit continue dans les temps, aussi pour rallier la question climat et aussi la question surveillance au court terme. Et ça doit être à haute résolution, parce qu'en fait, les processus qui sont aussi relevants du point de vue climatique, ils se passent à des échelles limitées. On passe là aux images. Ça, c'est la première image qu'on a par satellite. On a la première image de l'espace. Donc, les yeux artificiels de l'homme, et c'est un 24 octobre 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ça vient d'une fusée militaire, la V2, qui, jusqu'à il y a quelques mois, a été utilisée pour bombarder les villes en Angleterre. Et là, c'est la première image. Et depuis c'est là, on a fait vraiment des énormes pas. La mesure par l'espace, c'est vraiment un des plus grandes conquêtes de l'humanité, d'un point de vue technologique, d'un point de vue scientifique. Et donc, ça, c'est le rôle de EUMETSAT de fournir des données de haute qualité pour des applications telles que le feu. Donc, télédétection, ça signifie utiliser des appareils plutôt que nos yeux. Et ça nous donne la possibilité de pouvoir observer de l'espace. Et là, par exemple, vous voyez comment on observe des feux avec deux types différents d'orbites. Donc la première, c'est l'orbite polaire, donc avec des répétitions du satellite, qui donne la possibilité d'avoir une haute résolution. Et l'autre, c'est l'orbite géostationnaire. Donc on observe toujours à la même face. Et ça donne la possibilité, par exemple, de suivre des phénomènes météo de façon continue. Donc c'est un autre avantage. C'est le satellite, il est un peu plus loin de la Terre, donc la résolution, la qualité du signal est un peu inférieure. Mais on verra qu'avec Meteosat 3e génération, vraiment, on est en train de franchir un pas pour avoir vraiment une très haute résolution pour l'Europe. Et donc, on peut avoir des images comme celle que j'ai reportée, où on voit des nuages, mais on voit par exemple aussi de la convection qui est engendrée par les feux. Et aussi, on peut aller au-delà du visible, au-delà des longueurs d'onde qui sont captées par nos yeux, et donc utiliser d'autres longueurs d'onde qui sont sensibles à la concentration des espèces chimiques. Et les collègues de l'ESA, ils ont déjà montré ça, mais on va réitérer. Là, par exemple, c'est des polluants, c'est les dioxydes d'azote. C'est un polluant qui est produit par combustion, et on voit qu'avec les satellites, on peut voir des choses pour lesquelles nos yeux sont transparents. Donc, le message principal, c'est qu'on peut mesurer espèces chimiques, on peut mesurer des panaches, on peut mesurer les brûlures. Et ça, c'est les programmes qui sont implémentés par EUMETSAT. Donc, vous voyez, c'est des programmes qui ont vraiment une grande envergure dans les temps, et aussi une grande envergure du point de vue de la capacité d'observation. Donc, on va vraiment de l'océan aux particules atmosphériques, les nuages, la relation entre les nuages et les aérosols. On a la possibilité d'observer les sols, et aussi d'observer les niveaux de la mer, et aussi la composition de l'atmosphère. Et c'est là aussi s'ancrène dans les programmes Copernicus. C'est un programme dont on a déjà entendu parler par les collègues du Centre européen. Donc c'est les grands programmes de la Commission de l'Europe pour les monitorages de l'environnement de la Terre. Et donc là, EUMETSAT, on est très engagé dans cela, et on a dans les programmes aussi MTG, par exemple, on attend le lancement de la Sentinelle 4 et le lancement de la Sentinelle 5.
Ces données rentrent dans ce qu'on appelle une chaîne des valeurs, c'est-à-dire les données, l'information n'est pas parfaite, donc là c'est une représentation d'un proverbe indien, hein, donc il y a des sages qui sont aveugles, qui touchent un éléphant, et donc chacun voit un élément différent. Et c'est un peu comme ça qui se passe avec les informations pour regarder quelle est l'évolution du feu. Donc on a besoin de la prévie, donc là c'est la prévie météo du Centre européen, avec laquelle on construit un indice des risques. Après, avec les satellites, et ça c'est une mesure des Sentinel 5P, on voit ici dans les cas des feux de 2021 dans la région de la Turquie et dans l'île d'Eubée en Grèce et aussi au Péloponnèse, les émissions par dépannage de feu, jusqu'à voir des données quantitatives toujours qui retournent, hein, tu vois, avec les modèles météo, avec des modèles météo très avancés comme celle du service CAMS et du Centre européen, pour donner la possibilité de comprendre, de quantifier les changements en termes d'émissions. Cette chaîne, en fait, ça s'appuie à des infrastructures, comme l'infrastructure des prévisions, qui, en allant ensemble avec les mesures des satellites, ici par exemple c'est la sécheresse, c'est un indice de sécheresse du sol qui est mesuré par Météosat, on peut avoir des éléments de risque, comme par exemple une carte qui met ensemble l'intensité du vent, donc wind, earth, la sécheresse du terrain, les températures, comme par exemple Sylvain a introduit pour donner un facteur des risques qui est fondamental. Après, on a la phase du monitorage de feu, de l'observation. Donc, avec satellite, on peut observer les feux actifs avec ces petits points. Donc, on regarde la lumière dans l'infrarouge qui est produit par ces feux. Et ça, c'est les satellites Sentinel-3. C'est un produit near real-time qu'on fournit en VISAT. On peut mesurer des panaches de fumée. Et ça, c'est encore un autre canal des Sentinel-3. Donc, on voit une panache dans ces cas qui part de l'île d'Eubée. Et après, on mesure les particules atmosphériques, c'est-à-dire ce qui est produit par la combustion et qui reste en suspension, et après il est transporté dans l'air. Et vous voyez que pendant cette saison-là, en août 2021, il y a eu vraiment pas mal des points de feu sur toute la région Grèce et Turquie. Après, c'est aussi important de voir qu'est-ce qui se passe après avec les feux. Donc, quels sont par exemple les impacts des gaz polluants. Qu'est-ce qui se passe au niveau des zones brûlées. Donc, on voit qu'avec la couleur du sol, donc les mesures d'indice de végétation, on a la possibilité de voir quelle a été l'étendue de feu. Et aussi avec des mesures, vous voyez des images comme celle du bas. Donc, en combinant les deux, on peut voir qu'est-ce qui se passe au niveau du feu, du développement du front du feu et de la végétation. Là, c'est une animation pour introduire le futur. Donc ça, c'est Sentinel-4. C'est un instrument qui est supporté par la Commission européenne et qui va être partie du programme Météosat de 3e génération. Et en fait, ça met ensemble les deux éléments, c'est-à-dire la mesure de la chimie. Je ne sais pas si ça va partir les vidéos comme ça. La mesure de la chimie avec une mesure géostationnaire. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle le chemical weather. Et là, vous voyez avec ces taches rouges, c'est des données simulées, elles n'existent pas encore, mais c'est ce qu'on s'entend à voir. Vous voyez ces panaches des dioxydes d'azote qui se libèrent en correspondance de feu. Donc on est au Metsat, on est extrêmement excité par cela. On considère vraiment que cette génération de satellites va donner des éléments très importants. Et donc, comme Sylvain l'a mentionné aussi, on est très engagé dans la préparation, bon, pas seulement avec les usagers français, les services météo français, mais au niveau européen, vraiment pour soutenir l'utilisation de ces patrimoines et de cet effort sur l'échelle européenne et mondiale. Donc pour cela, on a vraiment un programme de préparation aussi qui vise l'utilisation pour les différents services et pour les activités de feu. Là, je passe encore la balle à Sylvain qui va vous raconter ce qu'on s'attend aussi du Météosat 3e génération, du futur proche, très proche. Ça va répondre à la question du début plus largement. Voilà, oui. Alors Météosat 3e génération, mais effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le premier exemplaire de Météosat 3e génération, du programme Météosat 3e génération, ça sera un imageur, et si tout va bien, il devrait être lancé le 30 novembre de cette année.
Alors, vous connaissez tous Météosat, hein, l'épopée Météosat, elle a commencé en 1977 avec la première génération de Météosat, et actuellement, donc, on a des images du programme Météosat seconde génération, et bientôt Météosat troisième génération. Alors, vous voyez, en fait, il y a 4+. C'est qu'à chaque fois qu'on change de programme, c'est une fréquence d'image qui augmente, c'est une résolution spatiale qui s'améliore, donc des images qui sont de meilleure qualité. La résolution spectrale, alors en fait, le nombre de canaux de l'imageur augmente. Et Federico l'a déjà évoqué, mais en plus d'avoir un imageur sur Météosat troisième génération, on aura des capteurs supplémentaires. Alors notamment, c'est ce qui est marqué tout à fait en bas à droite, donc un imageur d'éclair, ce qui sera complètement nouveau, en tout cas sur le disque Europe-Afrique, un sondeur donc, qui s'appelle IRS et qui nous permettra notamment d'apporter beaucoup d'informations pour les modèles numériques de prévision et de reconstituer des profils de température et d'humidité sur le disque vu par Météosat, et puis Sentinel-4, donc cet instrument dédié à la qualité de l'air sur l'Europe. Alors nos Météosat seconde génération, ben voilà où on en est. Hein. Le premier Météosat 8 a été lancé en août 2002, et puis voilà, sa fin de vie a eu lieu il y a quelques semaines. Donc actuellement, on a Météosat 10 et Météosat 11 qui volent au-dessus du golfe de Guinée, et Météosat 9 a été déplacé sur l'océan Indien. Et donc on attend avec impatience Météosat troisième génération. Alors avec impatience parce qu'on attend justement des progrès très importants, et puis ça fait aussi très longtemps qu'on travaille sur ces programmes. Donc Météosat troisième génération, c'est un programme à 6 satellites avec ses 4 satellites imageurs, donc qui vont prendre la suite de Météosat seconde génération en faisant tout en mieux, plus fréquent, meilleure résolution spatiale, etc. Et puis ce qui sera également et peut-être beaucoup plus novateur, en fait, c'est cette mission de sondage avec des MTGS comme sondeurs qui permettront d'embarquer notamment l'instrument IRS, et donc ça va être un bouleversement pour les modèles numériques de prévision avec énormément de données supplémentaires. Donc vous le voyez, premier satellite, MTGI, 30 novembre, on croise les doigts. Météosat troisième génération, donc sur la première plateforme, donc un imageur, ça s'appelle FCI, Flexible Combined Imager. Donc avec Météosat seconde génération, actuellement, on a un plein disque toutes les 15 minutes. On aura un plein disque toutes les 10 minutes. Et puis quand on aura la chance d'avoir un deuxième satellite imageur de MTG, donc ça sera dans quelques années, on aura à la fois avec le premier satellite un plein disque toutes les 10 minutes, et puis avec le second satellite un balayage de l'Europe toutes les 2 minutes 30. Donc c'est intéressant pour le suivi des feux, c'est aussi extrêmement intéressant pour le suivi des phénomènes convectifs, typiquement les orages. Et sur cette plateforme, on a un imageur d'éclair. Alors c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu parce que ça existe sur les satellites américains, notamment celui qui est au-dessus de l'Amérique, là, la verticale de la Colombie. Et ça sera aussi complètement nouveau pour la visualisation de l'Europe et de l'Afrique. Des canaux supplémentaires, donc 12 canaux dans le visible, dans l'infrarouge avec Météosat seconde génération. Et avec Météosat troisième génération, en fait, on ajoute 4 canaux supplémentaires. Donc, on va avoir notamment pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, des canaux supplémentaires dans le domaine visible qui vont nous permettre de faire de la vraie couleur. Alors, ça existe déjà aussi sur les satellites américains et japonais, mais on aura ça très bientôt et on verra à quoi ça va servir. Et puis, ces canaux dans le proche infrarouge qui vont nous donner des informations encore plus précises sur la température des feux, donc la température des foyers. Et connaître, ben voilà, justement, a-t-on affaire à un foyer en gros tiède ou un foyer beaucoup plus brûlant et beaucoup plus actif. Alors voilà, pour être très clair, c'est ici un exemple simulé sur le Botswana. Donc vous voyez déjà cette surface qui est gris foncé, donc c'est la partie qui est brûlée. Et vous voyez en rouge ou dans des déclinaisons de jaune au rouge, justement cette température des feux. Et vous voyez clairement l'apport de Météosat troisième génération par rapport à MSG avec une résolution spatiale qui est beaucoup plus précise.
Un autre exemple, plus près de chez nous, en Europe. Donc d'un côté à gauche, toujours Météosat seconde génération, et de l'autre côté, l'apport de la résolution spatiale de Météosat troisième génération qui permet vraiment de bien spotter les foyers. En plus de la réseau spatial, n'oublions pas que la fréquence aussi des images sera supérieure, donc améliorera le suivi global des feux. Donc un exemple qui combine à la fois ce produit de température des feux, donc la température des feux, donc là on est au Canada, la température des feux c'est ce qui apparaît dans des déclinaisons de jaune au rouge, donc qui donne l'activité en fait de ces foyers, et combiné avec cette imagerie en vraie couleur qui nous permet de mieux voir en fait tout ce qui est panache de fumée, aérosols qui sont également très importants puisque comme l'a dit Federico, c'est une source de polluants énorme. Et donc la combinaison à la fois du produit d'imagerie en vraie couleur et de température des feux, ça donne ce genre de choses et donc permettra un suivi beaucoup plus précis des feux qu'actuellement. Et je te laisse pour conclure, Federico. Oui, merci. Et, disons, on veut prendre 5 minutes de conclusion pour revenir sur Terre, parce que, en fait, ça a été mentionné la question de ce qu'on appelle les utilisateurs, appelons cela les citoyens, qui sont touchés de différentes façons, parce que, c'est à la fin, les feux, on a vu un aspect technologique très important, mais à la fin, ça a un impact. Ça a un impact sur les écosystèmes, mais aussi sur les villes. Là, on voit deux images. Une, ça vient ça vient de feux en Grèce, et la deuxième, ça vient des Kabylie. Donc il y a vraiment des façons de lutter et de se protéger du feu, qui paraissent ici presque ancestrales. Mais à la fin, c'est des citoyens qui s'y retrouvent, et c'est des gens qui s'y retrouvent avec à risque les peu ou les choses qu'ils ont. Les feux, on a vu des images qui sont très belles, qui sont impressionnantes. Donc là, on va voir une série d'images par les satellites Copernicus Sentinel-2. Donc on peut vraiment voir que ça a des couleurs. Ça a un aspect artistique, comme ça avait été aussi mentionné par les collègues du Centre européen avec les images des glaces. Mais c'est aussi effrayant d'un côté. C'est vraiment un des éléments hostiles et aussi c'est effrayant parce que ça touche la dimension humaine, et aussi la dimension des écosystèmes qui sont autant fragiles et autant importants que par exemple la tutelle des villes et des endroits où les humains habitent. On voit qu'on peut vraiment avoir des images qui vont de plus en plus de la haute résolution. Donc il y a deux éléments qui sont importants. Tu as la communication du risque, donc comment utiliser cela pour communiquer les risques d'une façon correcte et aussi d'une façon efficace. Moi je suis italien, donc on a vécu l'expérience d'apprendre la communication des risques pour les tremblements de terre, pour les séismes. Donc on a commencé à partir de la fin des années 70, années 80, où c'était une catastrophe. Et là maintenant, il y a, avec une longue haleine, il y a une activité de préparation, surtout des jeunes dans les écoles, qui est là. Et d'un certain côté, il devrait y avoir ça, parce qu'on a vu que le changement climatique ne nous réserve pas de bonnes surprises, et donc c'est quelque chose qui va être de plus en plus présent sur l'agenda et au fait sur les besoins. Le deuxième point, c'est aussi comment utiliser ça dans la communication grand public, parce que ça va souvent avec. Donc comment travailler avec par exemple des images pour raconter des histoires, pour montrer que ça existe, pour montrer quel est l'attendu, quel est l'impact aussi sur les terrains. Et ça, là on parle plutôt aux gens qui sont dans les médias, dans les grands médias, dans les médias des images, etc. Et là, oui, on voit encore des images. Ça, c'est les mêmes feux qu'avait montré Sylvain, mais au Canada, mais vu avec un autre instrument. Vraiment avec ces grands panaches qui montrent cette interaction et cette force de la nature. Donc, on veut fermer notre présentation vraiment par une ouverture au dialogue et une ouverture vraiment à la communication avec les différents usagers et les différents porteurs d'intérêt, comme par exemple tous les systèmes des médias. Et n'oublions pas qu'on peut reboucler sur le début, c'est que 90% des feux sont d'origine humaine, donc il est facile d'y faire quelque chose, quoi. Merci beaucoup, merci messieurs, on vous applaudit. Est-ce qu'on a quelques questions dans la salle? Sinon, moi j'en ai déjà toutes prêtes qui arrivent.
Allez, on va commencer par une question qui nous a été posée. À quoi s'attendre dans les différentes régions du monde? On sait quand même que par endroits, les feux régressent, alors que par exemple en Méditerranée, on y va en augmentation et crescendo, bon, ne serait-ce qu'en 2021. Disons, pour la Méditerranée, on voit déjà qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, c'est une majeure étendue de la saison des feux. Donc, on a déjà commencé à avoir des feux là, oui, pendant les mois de juin. On peut mentionner qu'il y a eu, par exemple, un feu à côté de Berlin, au Brandebourg, pendant la dernière vague des chaleurs. Donc, les plus tôt arrivent les vagues des chaleurs, les plus secs ont été les hivers, les plus grands, ça va être les risques de feu. Et donc, ça c'est les premiers des scénarios. Donc sûrement toute la Méditerranée, ça va être un endroit qui va être touché de plus en plus. Il ne faut pas oublier l'Afrique du Nord, qui est fortement peuplée et qui aussi est un écosystème fondamental. On le mentionne pas suffisamment, mais bon, c'est aussi des pays qui font partie, disons, du bassin de la Méditerranée avec lesquels on doit aussi on essaye, on veut travailler, on doit travailler pour augmenter la capacité de gestion. On a la Sibérie. C'est la première région. En fait, on s'attendait à avoir des tendances. Donc, les JESI a montré qu'on s'attend pendant ce siècle à avoir de plus en plus de feux, mais ça arrive un peu plus tôt de ce qu'on s'attendait. Donc, en fait, les dernières 2 à 3 années, il y a eu vraiment énormément de feux. La fumée est arrivée jusqu'au pôle Nord géographique, ce qui était vraiment une première, et ça arrive avant. Donc l'impression, c'est qu'il y a la peur, c'est qu'il y a une anticipation de la tendance climatique. Il y a des endroits comme l'Amazonie, sans rentrer dans une question politique, on voit que aussi la gestion et la politique, ça a un rôle, et au fait, là, c'est vraiment des poumons fondamentaux, c'est-à-dire les budgets et ce qui se passe sur les forêts tropicales. C'est vraiment crucial aussi en ce qui concerne la végétation et les cycles de la CO2. Et on a mentionné la savane, où c'est un retrait. C'est un retrait pour des différentes raisons, et parmi lesquelles, aussi, au fait, dans l'Afrique subsahélienne, aussi une meilleure gestion et une revégétation du terrain qui arrive après, au fait, la crise des sécheresses des années 70 et 80. Donc, ça peut être, disons, un brin d'espoir, ou une façon dont aussi on peut travailler, on peut diminuer ou avoir une mitigation de l'impact des feux aussi par une gestion optimale et par une gestion très intelligente, très smart, comme on dit en anglais, des terrains et de notre écosystème. Alors là, j'ai une réflexion et une question en même temps qui va intéresser mes collègues journalistes, présentateurs, présentatrices météo. Tu l'as évoqué tout à l'heure, une formation nécessaire pour pouvoir communiquer concernant les feux. Et moi, le problème se pose au quotidien, quasiment, lorsqu'il s'agit d'un épisode de vent fort annoncé par les services de Météo France. Je suis souvent bridée dans l'annonce de l'événement, car on me dit, si tu le dis trop tôt, si tu en mets trop d'importance dans l'événement, ça va inciter les 90% dont tu viens de parler, Sylvain, donc les pyromanes, puisque l'origine est la plupart du temps humaine. Comment doser? Est-ce qu'on a besoin justement d'une formation, ou est-ce que là, vous pouvez nous répondre quoi faire dans ce cas-là? Alors, si les feux sont effectivement pour 90% d'origine humaine, heureusement, ils ne sont pas tous dus à des pyromanes. Hein. C'est simplement des fois des gens qui font pas attention et qui vont jeter un mégot de cigarette typiquement par la fenêtre en voiture. Je crois que de toute façon, à partir du moment où on a ce chiffre en tête, on est obligé de passer par l'éducation de l'ensemble des citoyens. Et c'est vrai que les gens du sud de la France, je crois, ont toujours dans la tête que, attention, je ne fais pas de bêtises parce que ça risque de brûler. En revanche, dès qu'on dépasse, je dirais, la latitude de Lyon ou de Bordeaux, eh bien, on n'a pas du tout cette expérience-là, alors qu'on le voit, on a de plus en plus de feux, de talus, etc., que ce soit dans le centre de la France, dans les forêts de la région parisienne, en Bretagne, dans l'Est, etc. Et donc l'éducation passe par probablement vos bulletins météo. Alors on pourra jamais passer à côté des pyromanes qui vont se délecter de bulletins météo et de vent très fort pour aller mettre le feu à certains endroits. Et alors je sais pas, ça leur fait peut-être plaisir de voir les Canadaires voler, etc. Mais en tout cas, il y a tous les autres. Et profiter des médias justement pour éduquer les gens aux risques de feux de forêt, comme
vous avez pu le faire et que vous le faites encore pour le changement climatique, eh bien, au fur et à mesure, ça rentre dans la tête des gens et je pense qu'au bout d'un moment, on peut quand même éviter une grande partie des feux de forêt. Je peux ajouter un point. On a vu avec les dernières images par satellite qu'il y a les deux éléments, c'est-à-dire quelque chose qui est très proche de la communication, donc visuel, qui est vraiment attrayant pour les publics. Mais d'un autre côté, il y a aussi une information quantitative. D'un côté, ce que j'aime personnellement comme citoyen, disons comme scientifique, comme personne qui est assez informée des choses, de voir par les médias l'ensemble des deux choses, c'est-à-dire la capacité de communiquer, mais aussi de donner des éléments qui sont quantitatifs. Par exemple des dates, comprendre quand la saison du feu va commencer, c'est très important aussi pour la préparation, mais aussi vraiment baser l'information, baser les alertes aussi sur des choses qui ne sont pas purement holistiques, mais qui sont vraiment ancrées dans les données. Donc d'un certain point de vue, moi je vois une formation qui va dans cet axe-là, c'est-à-dire amener du quantitatif, amener du solide scientifiquement, du solide techniquement, du concret, mais avec la capacité de se faire entendre par les publics les plus grands possibles. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Fabienne, on va te donner un micro. Oui. Merci beaucoup. En fait, c'est une réflexion. Je me disais qu'on pourrait faire peut-être de la prévention pour empêcher les pyromanes et autres personnes à faire partir des feux. On a des forêts où il ne se passe rien, où il n'y a pas de feu, parce qu'il y a des gardes forestiers, il y a des systèmes de surveillance. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle de prévention, de nouveaux métiers à créer, justement, par rapport à ça, à la sauvegarde de nos forêts? Je suis sûre qu'il y a plein de jeunes qui auraient envie d'être gardes forestiers, hein. Oui, probablement. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites dans le sud de la France avec de nombreux guetteurs, puisque l'objectif c'est de pouvoir détecter en fait les feux dès le départ du foyer. Il est clair que c'est beaucoup plus facile à éteindre quand on est un simple feu de broussailles plutôt que quelques hectares qui commencent à brûler. Je pense que ce système-là, alors il faudra l'étendre vers le nord de la France, puisque les forêts, c'est ce que je disais tout à l'heure, même un peu plus septentrionales qui ne sont peu ou très peu touchés par les feux de forêt vont l'être. Donc on a tout intérêt à effectivement, en tout cas, augmenter le nombre de guetteurs pour détecter les feux au plus tôt. Et ces gens-là peuvent aussi servir à faire de la prévention. On voit encore des gens qui font des barbecues en plein milieu du parc des Calanques, quoi, hein. Donc voilà. Et dans le parc des Calanques, il y a beaucoup de gardes forestiers qui justement et de gardes du parc qui font de la prévention. Et ça, c'est extrêmement important pour éviter tout simplement, alors la bêtise humaine, on ne peut pas y faire grand-chose, mais en tout cas, voilà, juste la prise de conscience, c'est important d'avertir les gens. Je peux ajouter un point qui nous ramène à nouveau dans l'espace. Au fait, dans la caractéristique du bassin de la Méditerranée, au moins du pays européen, c'est d'avoir un réseau de surveillance, comme Sylvain le disait, à terre, qui est quand même assez bon, hein. Il faut pas se leurrer. Bon, il y a aussi un système des Canadair, etc. Donc, un des points, c'est que ces systèmes-là, ça va être stressé par des saisons de feux plus longues, donc, et aussi, par exemple, par l'occurrence des feux simultanés. On a vu ça en Sardaigne en 2021. Il y a les Canadair, mais il n'y avait pas la possibilité d'éteindre le feu. Donc ils avaient demandé, l'Italie avait demandé à la France l'utilisation des Canadair de la France, qui était aussi prise par des autres incendies. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que dans beaucoup de pays, il n'y a pas ces systèmes de monitorage, d'observation au sol. Si on pense à la Sibérie, où c'est un territoire énorme, si on pense à l'Australie, si on pense aussi aux pays nordiques, hein, Suède, Finlande, etc. C'est des pays qui ont qui ont un niveau de conscience et disons d'attente d'une augmentation aussi des feux chez eux qui est énorme. Et donc ils vont utiliser et ils s'adressent aux produits satellitales pour cela, parce qu'ils n'ont pas à avoir la possibilité de monitorer un territoire qui est d'un côté énorme et très peu peuplé. Donc il y a ces différents types de besoins qu'on doit tenir en compte quand on pense au monitorage et au fait à la prévention. On a une question qui vient d'arriver, Sylvain, toi peut-être. Quelle est l'importance attendue de l'imageur d'éclair par rapport à la seule inflammabilité de la situation?
Alors, ce qu'on attend de l'imageur d'éclairs, c'est surtout de détecter les éclairs. Hein. Pour l'instant, en fait, en France, on a des réseaux sol, hein, notamment celui de Météorage, qui nous permet de détecter les éclairs entre le nuage et le sol. L'avantage d'un imageur d'éclairs, comme on pourra l'avoir sur Météosat 3e génération, c'est de détecter l'ensemble des éclairs, hein, donc à la fois les éclairs nuage-sol, mais aussi les éclairs intra-nuage ou inter-nuage. Donc en fait, c'est un réseau qui sera complémentaire au réseau sol. Le gros avantage de cet imageur d'éclairs est d'avoir un nombre total d'éclairs. En fait, ça permet d'anticiper un petit peu les phénomènes très dangereux. On l'a vu sur des orages très importants ou des tornades. On a peu d'augmentation en fait du nombre d'éclairs nuage-sol qui reste à peu près constant. En revanche, le nombre d'éclairs total augmente très rapidement. Et donc ça nous permet de gagner en anticipation jusqu'à 1 heure à peu près pour détecter un phénomène dangereux. Donc l'imageur d'éclairs, bien sûr, va servir essentiellement à la prévention et à la détection des phénomènes convectifs. On sait aussi que les orages peuvent déclencher des feux. Et donc la surveillance nouvelle de grâce à cet imageur permettra d'avoir une information supplémentaire pour détecter encore plus précocement des risques de feu. Alors quand je vous parle de fréquence de l'imageur d'éclair, on aura des images toutes les quelques secondes, hein, donc ça sera vraiment du temps réel. Merci messieurs. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il nous reste 2 minutes. S'il y a une question dans la salle. Sinon, je vous libère. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci à vous.